la section de 3, nous avons vu 3 expériences qui montrent l'induction électromagnétique. La question qui a été posée est la suivante. Quelle est la nature du champ électrique électromoteur qui fait induire une force électromotrice dans le circuit qui fait créer un courant électrique induit et donc qui donne l'induction électromagnétique. Alors, cette situation-là, ça se pose dans le cas où le circuit est immobile dans un champ magnétique variable. Dans la section de 4, on va reprendre le circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire. Donc, on va reprendre l'expérience numéro 1. On va démontrer la loi d'induction électromagnétique en se basant sur cette expérience. Quand l'aspire se déplace de la position indiquée par le vecteur position R1 à l'instant T jusqu'à la position R2 indiquée par le vecteur position R2 à l'instant T plus delta T, la force magnétique F est égale à Q V vectoriellement B qui a produit le courant électrique induit I de T dans le circuit génère pendant la durée delta T, c'est-à-dire le passage de l'aspire de l'instant T à T plus delta T. Donc ça génère un travail que l'on note ici, delta de W indice G. La force qui travaille, c'est en fait F est égal à Q, V vectoriellement B. L'aspire ici, il a une résistance qui est égale à ρ fois L sur S. L, c'est la longueur, c'est le périmètre de l'aspire. Et S, c'est la section de l'aspire, c'est PR carré, c'est la section parce que l'aspire, le fil est cylindrique. Alors, on voit très bien quand l'aspire se déplace vers la droite, avec une vitesse V, comme si on a un courant électrique fictif vers la gauche. Désignons par delta Q la charge électrique qui traverse une section quelconque, S ici, du circuit pendant cette durée, pendant delta T. Donc, on a une quantité de charge delta Q qui a traversé une section S pendant que l'aspire se déplace de T jusqu'à T plus delta T. D'un côté, d'après la définition adoptée à la force électromotrice d'un générateur en régime stationnaire, la force électromotrice que l'on note ici, E de T, d'induction électromagnétique et E de T est égal, par définition, c'est le travail fictif par la force électromagnétique divisé par delta Q. Ce delta Q, c'est la quantité de charge qui a traversé une section de l'aspire pendant delta T. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique aux charges mobiles en négligeant toute variation d'énergie cinétique et en désignant par delta W indice F le travail des forces autres que celles qui sont à l'origine du courant induit, F ici pour frottement par exemple, il vient la variation de l'énergie cinétique D de epsilon des K, K c'est pour kinétique en anglais, donc c'est cinétique, est égal au travail généré par la force électromotrice plus le travail dissipatif dû au frottement, est égal à 0. Dans ces expériences, ces forces se réduisent aux forces de frottement dissipatives responsables de l'effet Joule. Dès lors, la puissance électrique dissipée est P, qui est égal au travail dissipatif dû à l'effet Joule divisé par le même intervalle de temps delta T pendant lequel l'aspire s'est déplacé de T jusqu'à T plus delta T. Et ça est égal à moins R parce que la résistance de l'aspire c'est R qui est égal à ρ, c'est la résistivité, L la longueur, c'est le périmètre sur S. Alors, qui est égal à moins R I carré de T, et ça nous donne que le travail des forces dissipatives par effet Joule est égal à moins R I carré fois delta T. Alors, on reconnaît ici R I carré qui est une puissance électrique dissipée dans la résistance. Alors, c'est le négatif, c'est fourni. Par définition du courant électrique, on a I de T est égal à dQ sur dt, donc dQ est égal à IT delta T. Alors, résulte, puisque delta Q est égal à IT delta T, que le travail généré par la force magnétique de Lorentz est égal à la force électromotrice ET fois delta Q moins, je remplace alors ce que je fais ici, je remplace cette quantité-là ici par ça, et je remplace cette quantité-là, le travail dissipatif, par son expression ici. Alors j'obtiens le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la force électromotrice fois delta Q moins et la résistance fois le courant
fois delta Q, ça est égal à 0. Soit E de T est égal à R et de T, on tombe sur la loi d'Ohm. Avec la condition, la force électromotrice E de T qui est égale à R et de T qui est supérieure ou égale à 0. Si égal à 0, c'est égal à 0, mais si est différent de 0, donc c'est supérieur strictement à 0. Alors ça, c'est une condition importante qui dit que la force électromotrice est toujours positive. Ce résultat est indispensable pour comprendre et appliquer la loi de Lenz à la fin. De l'autre côté, le travail delta W indice G généré, effectué par la force de Lorentz et delta W indice G est égal à la circulation de la force magnétique le long du contour C ici, le long de l'aspire. C c'est l'aspire, c'est le contour qui coïncide avec l'aspire. C'est un contour immatériel qui coïncide avec l'aspire, qui est égal, je remplace F par delta QV vectoriellement B, et donc j'ai ici la forme du travail. La partie électrique de la force de Lorentz est nulle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de source de champ électrique dans l'expérience numéro 1 que nous avons fait ici. Il n'y a pas de source ici, il n'y a pas de source. Alors, la force électromotrice est égale le travail généré par la force électromotrice divisé par delta Q. Et je remplace le travail par cette expression. Et donc, delta Q, ça apparaît ici. Et donc, le delta Q ici, ça figure en numérateur, ça figure au dénominateur, donc ça se simplifie. Il me reste la force électromotrice est égale à la circulation des champs V vectoriellement B le long du contour C fermé, et c'est le rond ici, ça veut dire que c'est fermé, et voici l'expression de la force électromotrice de Lorentz. Donc, en tirant profit de la commutativité du produit scalaire, on peut écrire que la force électromotrice est aussi égale à la circulation de dl point scalaire v vectoriel, donc on intervertit, donc de position dl et v vectoriellement b, et donc ça nous donne cette expression. Je vais faire une mutation circulaire, dl va venir prendre la place de la vitesse v, et v va prendre la place de la densité de flux magnétique, et puis b, lui, il va prendre la place de l'élément du contour fermé dl. Alors, ça c'est un élément infinitésimal du contour. Donc j'obtiens cette expression B, donc B ça vient ici, DL ça vient ici, et V ça vient à la place de B. Donc j'ai cette expression. Alors R c'est R2, c'est le vecteur position R2 qui pointe l'aspire à la fin, donc quand ça s'arrête à la fin, et R1 c'est le vecteur position qui montre l'aspire à la position R1 donc à l'instant t, et ça ici c'est R2, ça montre l'aspire à l'instant t plus delta t. Donc R est égal à R2 moins R1, la vitesse, parce que ça se déplace avec une vitesse constante, donc d'après la définition de la vitesse, V est égal à R sur delta t, ça c'est la définition de la vitesse par laquelle l'aspire se déplace de la gauche vers la droite. Donc l'expression de la force électromotrice que je cherche est égale à la circulation sur le contour C fermé de B fois dl vectoriellement R, je remplace V ici par R sur delta t. Puisque 1 sur delta t, c'est un scalaire, c'est un intervalle de temps qui est constant, parce que je fais l'expérience, mettons, pendant 10 millisecondes, c'est terminé. Et donc 10 millisecondes, c'est une constante. Donc 1 sur 10 millisecondes, 1 sur delta t, ça sort. Il me reste la circulation sur le contour C fermé immatériel de B produit scalaire dl vectoriellement R. En posant R ici est égal à l'intégrale sur R allant de la position t allant de l'instant t, c'est à la position R1 à l'instant t à la position R2 à l'instant t plus delta t, où R c'est le module du vecteur position R. Il vient E de t, donc cette quantité là ici va devenir la force électromotrice E de t est égale à 1 sur delta t, la circulation de B pour produit scalaire dl vectoriellement intégrale dr. Donc je remplace
R ici par cette intégrale. Vu que je peux intégrer sur dr avant b dl, je peux intégrer aussi sur b avant dr, donc je peux le réunir de ce côté-là, et puis rien, ça ne change. Et finalement, je vais obtenir b produit scalaire dl vectoriellement dr, qui est égal, alors dl vectoriellement dr, c'est moins dr vectoriellement dl. Donc si j'intervertis d'opposition les deux, et donc le moins ici apparaît parce que je passe de dl vectoriellement dr à dr vectoriellement dl. Alors ici, l'orientation de dl est donnée par le sens de déplacement des charges négatives. Ici, les charges négatives sont des électrons dans le circuit. À ne pas confondre avec le sens dl qui est donné par le sens du courant dans le théorème de Buis-Savart. Ça n'a rien à voir. Le dl ici dans le théorème de Buis-Savart, ça n'a rien à voir avec le dl ici. Le dl, ici, son sens, il est donné par le déplacement des charges électriques. Et nous avons vu que les électrons, à cause de la règle de la main droite, les électrons se déplacent d'en avant ici, ça sort d'en bas, ça se déplace dans la partie de la spire devant l'écran, et puis ça pénètre d'en haut, et puis ça part de l'autre côté au pointillé, et ça revient. Donc ça veut dire que le sens de dl, c'est le sens des électrons. Et dr, lui, le sens de l'élément dr ici, la spire se déplace de la gauche vers la droite, et donc un élément dr, ça pointe de la gauche vers la droite. Donc dr, il est là, et dl, il pointe vers le haut. Et ds, la surface ici ds, que je vois ici, dl, et j'ai ici dr. Donc dr vectoriellement dl, c'est cette surface-là ici, et je vois que dr vectoriellement dr, ça tourne dans le sens de tire-bouchon, et donc la normale à la surface est sortante, donc NDS est bien sortante comme elle se doit. Comme il se doit, pas de problème, parce que dans cette surface-là, il faut que le N, la normale à la surface, sort vers l'extérieur. Le produit vectoriel dr vectoriellement dl doit toujours indiquer que la normale N sort de la surface balayée SB. Alors ici, j'ai la surface balayée, c'est cette surface-là ici. Quand la spire se déplace d'ici jusque-là, il a balayé une surface imaginaire, et cette surface-là n'existe pas, c'est imaginaire, parce que vous avez une spire, c'est comme une spire qui coupe le beurre. Vous avez un anneau chaud qui passe dans le beurre, comme ça. Et donc, ça dessine une surface sur le beurre. C'est la même chose ici. Donc la spire, quand il se déplace, il balaye une surface. Cette surface-là, ça s'appelle la surface balayée, qu'on indique avec S indice B. Alors on voit très bien ici que R vectoriellement dl, c'est positif, ça va dans le sens de la règle du turbo-champ. Et donc N, c'est sortant de la surface balayée, en conformité avec la définition du flux. On pose NDS est égal à dr vectoriellement dl. Et maintenant, on va remplacer ici dr vectoriellement dl par NDS. Et on obtient la force électromotrice ici est égale à moins 1 sur delta T, la circulation sur C, l'intégrale sur R de BNDS, parce qu'on remplace dr vectoriellement dl par NDS. Ou avec cette intégrale, et cette intégrale est égale à l'intégrale de surface balayée SB. Pourquoi? Parce que cette intégrale, c'est que quand la spire se déplace, c'est un peu hélicoïdal, donc ça fait un tour, ça part d'un dr, ça fait un tour, ça avance d'un dr, ça fait un tour, ça avance d'un dr, et donc finalement, c'est une surface balayée. Donc l'équivalence de ça, c'est une trajectoire fermée qui avance vers la droite, et donc ça balaye une surface qui s'appelle S indice B. C'est pourquoi je remplace ça par cette surface qui est ouverte, parce que j'ai un morceau d'un anneau. Cette surface-là, c'est un morceau d'un anneau ouvert. Donc, j'obtiens l'électromotrice est égale à moins 1 sur delta T B à travers la surface balayée. Donc, cette surface-là ici, qui se forme d'une couronne. Donc, c'est cette surface-là ici, qui se forme d'une couronne. Donc, c'est le flux qui traverse cette surface imaginaire. Alors, on ne peut pas mesurer cette force électromotrice. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comment.
parce qu'il s'agit d'une surface balayée, c'est une surface imaginaire qui n'est pas, à laquelle on ne peut pas appliquer un voltmètre pour mesurer la force électromotrice, par exemple. On ne sait pas comment. C'est pourquoi on doit un peu modifier cette expression. Alors, on note que le flux coupé, c'est BNDS, et ce flux coupé est égal à BNDS, et donc ce qui nous donne que la force électromotrice est égale à moins le flux coupé sur delta T. On utilise le flux coupé pour dire qu'il traverse la surface coupée par la spire. Donc on dit coupé par la spire, c'est-à-dire balayé par la spire. Le flux coupé doit être toujours positif. Dans ce cas, le flux coupé est positif car l'angle θ entre la normale, ici la normale, à la surface balayée, N, et le champ B est en gros compris entre 0 et pi sur 2. Alors la ligne du champ, parce que nous avons nord-sud, la ligne du champ, ça vient du nord et ça part dans ce sens. Et donc, si je prends ce point-là ici et j'ai N vers le bas, donc je vais obtenir que l'angle entre B et N est compris entre 0 et pi sur 2. Et donc, le flux ici est positif. Pourquoi? Parce que l'angle entre B et N est compris entre 0 et pi sur 2, ou bien en gros entre moins pi sur 2 en passant par 0 et pi sur 2. Donc c'est positif. Donc on doit travailler avec des flux coupés positifs ici. Et on doit aussi, dans le cas ici de R vectoriellement dl, respecter le fait que sort. Quand on fait de R vectoriellement dl, la normale sort. Donc on doit surveiller ici. En régime variable, le champ magnétique est à chaque instant à flux conservatif. Ce que l'on traduit pour toute surface fermée S par le flux. Donc le flux à travers toute surface fermée est égal à 0, ce qui me donne le flux total à travers cette surface fermée. Donc je vais fermer la surface balayée par de ce côté et S2 de ce côté-là. Donc je vais la fermer par S1 de ce côté à gauche et par du côté à droite. Et je vais voir ici que le flux total à travers cette surface fermée est égal le flux à travers S1 qui est positif. Pourquoi? Parce que les lignes de champ vont dans le même sens, dans le normal à cette surface. Plus le flux à travers la surface balayée qui est aussi le flux coupé qui est supérieur ou égal à 0, donc c'est positif. Pourquoi? Parce que l'angle entre la normale à la surface balayée et les lignes de champ est grosso modo entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc c'est positif. Plus le flux à travers la surface S2, et ce flux-là, c'est à l'instant t plus delta t, ce flux-là c'est à l'instant t. Donc ce flux-là à l'instant t plus delta t, c'est quand la spire est rendue là. Donc c'est négatif. Alors c'est négatif. Donc pourquoi il est négatif? Parce que les lignes de champ vont du nord vers la gauche et à la surface S2 va dans le sens, grosso modo, dans le sens inverse des lignes de champ. Parce que N de la surface S2 pointe vers la droite et les lignes de champ pointent vers la gauche. Donc ce qui fait que l'angle entre N et les lignes de champ, c'est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2 en passant par pi. Et donc c'est négatif. Donc ici, pourquoi j'ai dit que le flux coupé, c'est parce que l'angle θ qu'on mesure à partir de la ligne de champ vers la normale à la surface est compris entre 0 et pi sur 2. On adopte toujours la notion du flux sortant qui stipule que le flux doit être positif. Donc ce flux-là doit être positif, on va faire un... La notion du flux sortant, on fait l'astuce suivante. Alors, ça c'est ce flux-là à l'instant t, c'est positif. Pas de problème. Le flux coupé de l'instant t à l'instant t plus delta t, c'est positif, ça ne cause aucun problème. Alors, le problème, ça se pose au niveau de flux, au niveau de la surface S2. Ce flux-là, il est négatif. Ce que je fais, je vais multiplier par moins 1 et je vais multiplier par moins 1. Moins 1 par moins 1, c'est plus 1. Donc, j'ai rien fait.
mais ce moins 1, je vais l'attacher à BNDS qui est négatif, ça devient positif. Donc le flux T plus delta T maintenant est positif. Il me reste moins 1 ici, donc ce moins 1 là, ça va partir avec ça ici. C'est pourquoi, à l'instant T, j'ai phi T, le balayé c'est plus, ça va, parce que c'est positif, ça va rester tel quel, et le moins ici qui reste, il est là, avec cette quantité-là ici, ça me donne le flux qui est positif, parce que ça c'est négatif. Le flux à l'instant T plus delta T, et ça est égal à 0. Ça c'est la conservation du flux magnétique. Je vais isoler le flux coupé que je cherche. Le flux coupé est égal à phi T plus delta T moins phi de T. Alors, il ne faut pas perdre de vue que la force électromotrice qui est égale à moins le flux coupé divisé par l'intervalle de temps qui part de T jusqu'à T plus delta T, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer. Pourquoi? Parce que la surface ici balayée, c'est une surface imaginaire. L'aspire existe là, à l'instant T, mais à l'instant T plus delta T, il n'existe plus là, il existe là. Et donc, en réalité, j'ai pas de surface réelle, touchable. J'ai une surface balayée imaginaire, à laquelle je ne peux pas appliquer un voltmètre ou bien un appareil pour mesurer la force électromotrice. C'est pourquoi il est impossible de mesurer P. Si pas, on doit le modifier. Alors, c'est cette raison, on a affaire à la conservation du flux à travers une surface fermée pour transformer cette forme-là en une forme mesurable. Donc, le P est égal le flux à l'instant T plus delta T moins le flux à l'instant T. On va faire le développement limité de phi à l'instant plus delta T au premier ordre, ça nous donne le flux de T plus delta T est égal le flux de T plus d de phi sur dt delta T. Alors j'ajoute cette quantité-là à cette quantité, je vois que phi de T moins phi de T ça donne 0, il va me rester le flux coupé va être égal à d phi sur dt fois delta T. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Et j'en tire que le flux coupé divisé par delta T est égal à d phi sur dt. Et donc, je reviens à la forme que j'ai ici. Je remplace le flux coupé sur delta T par d phi sur dt. Et donc, j'ai la force électromotrice induite dans le circuit est égale à moins d phi de t sur dt, où phi de t est égal le flux magnétique à travers la surface. Cette surface-là, c'est quoi ça ici? C'est la surface ici. S1, c'est cette surface-là ici. Donc maintenant, on sait mesurer phi de t. Pourquoi? Parce que on sait mesurer le flux qui traverse la surface, qui s'appuie sur le contour immatériel qui est avec l'aspire. On sait le mesurer. Dans l'autre formule ici, dans cette formule-là, on ne sait pas mesurer le flux coupé qui traverse la surface balayé parce que c'est une surface imaginaire. Par contre ici, dans cette formule-là, on sait le mesurer parce que le flux qui intervient ici, à l'instant T, c'est le flux vers la surface, bien une surface quelconque, comme ça ici, une surface quelconque, s'appuyant sur le contour matériel qui coïncide avec le contour d'aspire. Et c'est la loi de Faraday. Alors, on tombe sur une loi très importante sur Faraday. La force électromotrice est égale à moins d de phi sur dt. Ça, c'est la loi de Faraday. Ça s'appelle aussi la loi d'induction. Parfois, on l'appelle aussi la loi d'induction électromagnétique. Électromagnétique, la FEM, induite dans un circuit filiforme C, en mouvement dans les régions de l'espace où la densité de flux magnétique est B, a pour expression électromotrice E de T est égal à moins d phi de T sur dt, où phi de T est égal à flux du magnétique qui traverse la surface S qui s'appuie sur le circuit fermé C. Ça, c'est la loi d'induction, c'est la loi de Faraday. La loi d'induction de Faraday permet la mesure de la force électromotrice induite puisque la surface ouverte S quelconque est une surface réelle qui s'appuie sur le contour C de l'aspire, contrairement à la surface balayée S indice B, surface coupée, qui est une surface imaginaire. L'électromotrice
T qui est égal à moins d phi sur d de t exprime implicitement la circulation du champ magnétique électromoteur V vectoriellement B le long du contour C d'un circuit filiforme en mouvement dans un champ magnétique stationnaire. Donc E de t est égal à la circulation de V vectoriellement B le long du contour C immatériel fermé qui coïncide avec la spire. Alors, l'unité de la force électromotrice, c'est le volt. C'est la tension, c'est le volt. Friction E de t qui est égale à moins d de t sur dt est indépendante des lois établies au chapitre 1. Loi de Coulomb, théorème de Bury-Savart, loi d'Ohm, etc. C'est une loi expérimentale nouvelle à la base de nombreuses applications, en particulier de la production industrielle d'électricité. Pour un circuit, si on a maintenant un circuit, parce que jusqu'à date on a parlé d'une seule spire, mais si on a une bobine de n spire, alors la force électromotrice, et dans ce cas-là, est égale à moins n d phi de t sur dt. À ne pas oublier n, c'est le nombre de tours dans la spire. Quand nous avons quitté l'est vers la gauche et le sud vers la droite. Et la spire se déplace de la gauche vers la droite avec une vitesse constante. Et les autres cas qu'on peut traiter, un cas qu'on peut traiter, c'est qu'on peut, cette fois-ci on inverse, on les inverse vers la gauche et le nord vers la droite. Donc les lignes de champ vont vers Léman, parce que les lignes de champ sortent du pôle nord de Léman et ça tourne sous forme de ligne fermée, ça revient vers le pôle sud. Dans cette situation-là ici. Et les électrons, le dl, ça va pointer dans ce sens-là ici, pas vers le haut, vers le bas. Dans ce cas-là, ce qui change, dl va pointer vers le bas, contrairement à la... Et dr, ça va rester le même. dl vers le bas et dr, c'est comme ça. Et donc, dl vectoriellement dr, ça nous donne quelque chose, la normale qui sort vers l'extérieur, ça marche. Et donc, dans l'expression de la force électromotrice que nous avons démontrée, on a dl vectoriellement dr, ça reste comme ça, c'est notre élément nds. Et on a la force électromotrice est égale à 1 sur delta t, mais il manque un signe moins ici, il n'y en a pas. On le cherche. Ici, on vient de changer les pôles, donc on vient d'inverser l'élément. Alors, pour pallier à ce problème, on a le flux magnétique qui est égal à NB, NDS qui est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que le flux magnétique ici, c'est le flux balayé, sur la surface balayée, et donc c'est un flux négatif. C'est parce que les lignes de champ viennent dans ce sens, et la normale dans ce sens. Donc l'angle entre B et n, c'est plus grand, c'est 2. C'est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. On va trouver ici la force électromotrice est égale à 1 sur delta t, l'intégrale sur la surface balayée du flux magnétique B, à travers la surface balayée. C'est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que la normale est ici et les lignes de champ vont vers le pôle sud de l'aimant. Et donc l'angle entre B et n, c'est plus grand que pi sur 2, ce qui fait que ça, c'est négatif. On va faire une astuce. On va multiplier par moins 1 et par moins 1 deux fois. Donc, moins 1 fois moins 1, c'est 1. Ça ne change rien, c'est la même quantité. Alors, le moins 1, on va l'attacher à celle-là ici. Et le moins 1 qui va nous rester. Donc, puisque ça est négatif, avec le moins, ça va devenir positif. Donc, c'est le flux coupé. Alors, on définit le flux coupé comme étant moins le flux magnétique à travers la surface balayée, pas ici, et va nous rester notre moins qu'on cherche. Et donc, la force électromotrice est égale à moins le flux coupé sur delta t, mais en posant cette fois-ci que le flux coupé est égal à moins cette quantité. Cette quantité est négative, avec le signe moins, ça devient positif, donc le flux coupé est positif. Ne pas perdre de vue que les flux avec lesquels on doit travailler, il faut qu'on s'assure toujours qu'ils sont des flux positifs, des flux magnétiques positifs. Donc ici, vu que les lignes de champ entrent, donc le flux à l'instant t est négatif, donc je multiplie par moins 1 aussi.
Donc, cette quantité-là, je la rends positive, il me reste un signe moins. Donc, c'est ce signe-là moins. Ensuite, pour cette quantité-là, le flux coupé, je viens de le faire. Cette quantité-là, c'est le flux coupé, c'est positif, il reste un signe moins, je le mets ici. Donc, le flux coupé, maintenant, il est positif. Phi de t. Si le flux qui traverse la surface, qui s'appuie sur l'aspire à l'instant t plus delta t, c'est un flux positif. Pourquoi? Parce que la normale ici, grosso modo, ça pointe dans le même sens à peu près que les lignes de champ, parce que les lignes de champ, ils vont vers le pôle sud. Et donc, j'ai un flux coupé avec plus ici. Alors, le flux coupé, je vais l'isoler, parce que ici, toujours, cette quantité-là, on ne peut pas la mesurer, parce qu'on ne peut pas mesurer le flux à travers une surface imaginaire. Il faut transformer ça en une autre forme qui nous permet de la mesurer. dp est égal à le flux à l'instant t plus delta t moins le flux à l'instant t. Ce que j'ai utilisé ici, j'ai utilisé toujours le théorème de la conservation du flux magnétique qui nous dit toujours que le flux magnétique à travers une surface fermée, c'est égal à 0. Et développement limité, comme tout à l'heure, de phi de t plus delta t au premier ordre. Donc, ça me donne le flux de t plus delta t est égal au flux de t plus dφ sur dt. Ça, je l'ajoute à ça ici. Donc, je vois que phi de t moins phi de t, ça s'annule. Il me reste dφ sur dt. Donc, le flux coupé est égal à dφ sur dt delta t. J'isole dφ sur dt. J'obtiens que le flux coupé sur delta t est égal à dφ sur dt. Donc, je reviens à ma forme ici, et je remplace le flux coupé sur dt par cette forme-là ici, j'obtiens la loi de Faraday à nouveau. Avec cette fois-ci, le flux, c'est le flux qui intervient dans la loi de Faraday, c'est le flux magnétique à travers la surface s'appuyant sur le contour de l'aspire. Alors qu'ici, le flux ici, c'est le flux coupé, c'est le flux magnétique qui est la surface balayée qu'on ne peut pas mesurer. Celui-là, on ne peut pas le mesurer. Par contre, celui-là, on peut le mesurer. Alors, finalement, il y a 4 cas. Si je considère le premier cas, il est traité. Le deuxième cas, il est traité. Nord-sud, l'aspire qui s'approche. Le deuxième cas, sud-nord, l'aspire qui s'approche. Le troisième cas, nord-sud, l'aspire qui s'éloigne vers la gauche. Le quatrième cas, sud-nord, l'aspire qui s'éloigne vers la gauche. Donc, les 4 cas, donc vous devrez faire le troisième cas et le quatrième cas. Par contre, le premier cas et le deuxième cas, je viens de le traiter ici et j'ai démontré la loi de Faraday. Tous les 4 cas doivent toujours la loi de Faraday qui est force électromotrice. Parfois, on utilise epsilon pour la force électromotrice à la place de ET. Donc, epsilon de t est égal à moins dφ sur dt. Ça devrait toujours, là, doivent donner toujours la D. La règle générale, l'élément infinitésimal dl est toujours orienté dans le sens contraire du courant électrique induit dans le circuit filiforme. Alors, pour cette section, je vous remercie et à la prochaine.